Pour beaucoup de rappeurs, les paroles vantardes et la personnalité de voyous qu'ils s'affichent dans leur musique ne sont rien d'autre qu'une image exagérée destinée à vendre des disques et à faire le buzz. Pour être franc, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de rappeurs qui vivent réellement ce qu'ils racontent dans leurs chansons. Et Calvin Brothers Jr., alias Snoop Doggy Dogg, est l'un d'entre eux. Et en ce qui le concerne, la vie imite vraiment l'art, et les liens du légendaire MC avec la rue étaient tout aussi réels que dangereux. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Snoop Dogg. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant son ascension dans le monde du rap, Snoop était originaire de Californie et s'est retrouvé mêlé à la violence croissante des rues et à la vie des gangs de Los Angeles. Alors qu'aujourd'hui on a plus de chances de voir Snoop dans des émissions culinaires avec Martha Stewart ou dans l'émission Roast de Justin Bieber sur Comedy Central, le MC Doggy Style était autrefois un gangster à part entière qui tenait le haut du pavé à Long Beach et marchait sur les plates-bandes de ceux avec qui il avait des problèmes. Pendant un certain temps, dans les années 90, bien que Snoop commençait à peser dans le monde du hip-hop, il ne parvenait pas à se défaire de ses penchants pour la rue, et le casier judiciaire du MC de Long Beach est devenu presque aussi long que sa discographie. D'une arrestation précoce pour possession de cocaïne alors qu'il était adolescent, en passant par sa fameuse histoire de meurtre et ses innombrables démêlés avec les autorités lors de ses tournées mondiales, Snoop Dogg ne semble pas pouvoir échapper aux ennuis. Mais Snoop n'a pas toujours été le gangsta que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 80, Snoop, ou Calvin comme on l'appelait autrefois, était décrit comme un étudiant dévoué et un pratiquant assidu, actif dans la chorale et le football. Enfant, Snoop montre les signes de l'ardeur qui lui vaudra plus tard des millions en acceptant un certain nombre de petits boulots pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Qu'il s'agisse de vendre des bonbons, de livrer des journaux ou d'emballer des produits d'épicerie, Calvin faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner un peu plus d'argent et ainsi aider sa mère dans une période difficile. Mais aucun salaire légal ne pouvait empêcher Snoop d'avoir encore et toujours des ennuis, car il finit par rejoindre un gang de rue local et a commencé à s'engager dans des activités illégales comme l'a expliqué le rappeur. East LA était un endroit dangereux pour un jeune homme noir et Snoop a trouvé la sécurité et l'opportunité dans un gang. Il finit par devenir membre des Rolling Twenties, un gang de l'est de Long Beach. Snoop n'était pas le seul rappeur à représenter LTC puisque Nate Dogg, C-Note et Daz Dillinger avaient également des liens avec l'organisation. Avant que Snoop ne soit disque de platine et parte en tournée dans le monde entier, le MC Gin and Juice était un lycéen qui essayait d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Calvin a fréquenté le lycée polytechnique de Long Beach où il s'est rendu compte qu'il avait un don pour le rap. Il explique. Lorsque je rappais dans les couloirs de l'école, j'attirais une telle foule que le directeur pensait qu'il y avait une bagarre en train de se dérouler. Cela m'a fait comprendre que j'avais un don. Lorsque Snoop ne faisait pas de freestyle dans les couloirs et n'impressionnait pas ses camarades de classe avec ses jeux de mots intelligents, il gagnait de l'argent. Il vendait de l'herbe et de la cocaïne à ses camarades de classe et aux habitants de son quartier afin d'arrondir ses fins de mois. Cameron Diaz a même admis avoir acheté de l'herbe à Snoop lorsqu'ils étaient tous les deux à l'école. Mais peu de temps après avoir obtenu son diplôme, la chance de Calvin a commencé à tourner car il a été arrêté pour possession de cocaïne. Et cette rencontre marque malheureusement le début d'une relation récurrente entre Snoop et la police de Los Angeles. Au cours des 3 années suivantes, Snoop fait des allers-retours à la prison de Westside pour une série de délits, alors que son implication dans les Crips de Los Angeles ne cesse de croître. Un an après son arrestation, Snoop doit ainsi faire face à sa première condamnation pour possession de drogue et possession en vue de revente. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour que cette accusation de possession de drogue soit la plus grosse préoccupation de Snoop. En juillet 1993, le rappeur de Drop It Like It's Hot s'est retrouvé dans un sacré scandale après avoir été arrêté pour une infraction au code de la route. En fouillant son véhicule, l'officier découvre une arme à feu sans permis. Bien plus tard, Snoop a donc été jugé pour l'incident où il a plaidé coupable pour possession d'une arme de poing et a été condamné à 800 heures de travaux d'intérêt général, à payer une amende de $1000, à passer 3 ans de probation et à enregistrer 3 messages d'intérêt public. À ce moment-là, la carrière de Snoop commence à décoller. En 1993, il avait déjà attiré l'attention du plus grand producteur de la côte ouest, Dr. Dre, et était en train d'enregistrer son premier album studio Doggy Style, acclamé par la critique.
On pourrait penser qu'avec autant de soutien de la part de l'industrie et une opportunité en or de devenir célèbre, Snoop se calmerait enfin afin d'éviter les ennuis. Mais comme le monde entier a pu le constater, ce n'a pas été le cas. Quelques mois seulement après avoir été arrêté pour une infraction au code de la route, Snoop Dogg a été arrêté pour le meurtre d'un membre d'un gang rival. Et cette fois-ci, les choses étaient bien plus sérieuses et il semblait que tout ce pourquoi Snoop avait travaillé si dur jusqu'ici était sur le point de lui être enlevé. Dans l'après-midi du 25 août 1993, alors que Snoop vivait temporairement dans un complexe d'appartements dans le quartier de Palms à Los Angeles, il entend un bruit venant de la rue. Le garde du corps de Snoop, McKinley Malik Lee, sort pour vérifier tandis que le rappeur regarde par la fenêtre. Malik aperçoit une voiture pleine de membres de gangs appartenant au Yourself Hustler en train de se disputer avec l'un des amis de longue date de Snoop, Sean Abrams. L'arrivée de Malik sur les lieux met fin à la dispute et les membres du gang sont partis en voiture. Par la fenêtre, Snoop pense reconnaître l'un des gars comme étant Philip Woldemariam, un immigrant éthiopien de 20 ans qui avait menacé Snoop avec un pistolet lors d'un tournage précédent. Plus tard dans la journée, Snoop, Malik et Abrams vont faire un tour dans la Jeep du rappeur et tombent nez à nez avec Woldemariam et son gang à Palms Park. Snoop n'a pas hésité et a accéléré vers eux avant d'arrêter brusquement sa voiture. Les membres du gang remarquant la Jeep ont levé les yeux de leur repas mexicain et ont ainsi fait face à Snoop et Malik. Woldemariam s'est levé, agressant violemment le rappeur de Young, Wild and Free. Malik et Snoop se sont retournés, menaçant les gangsters de s'en prendre à eux. Woldemariam prend alors la parole. « C'est quoi ce bordel? Je ne vous cherche pas, j'essaye juste de vous faire comprendre que vous vous trouvez sur notre territoire. » Malik, irrité par l'audace de Woldemariam, s'est levé dans la Jeep, dominant ainsi tout le monde et fixant les Yourself Hustlers. Woldemariam s'agite et s'écrie alors « Oh quoi alors, je suis un voyou maintenant ?» Malik s'est contenté de répondre à Woldemariam en lui lançant un « Quoi ?» Ce qui s'est passé ensuite diffère selon les personnes interrogées. Selon Jason London, un Yourself Hustler et l'un des gars présents lors de la fusillade, c'est après que Malik se soit levé dans la Jeep qu'il a sorti un pistolet et l'a pointé sur Woldemariam. Mais selon Malik, c'est Woldemariam qui a fait le premier pas en plongeant sa main dans sa poche pour attraper le pistolet qu'il portait sur lui. Malik a tiré depuis la Jeep et Woldemariam est tombé au sol avant d'avoir pu dégainer. Snoop a alors appuyé sur l'accélérateur et s'est enfui pendant que Woldemariam agonisait face contre terre dans une mare de son propre sang. Après l'incident, Snoop, Malik et Sean se cachent, craignant des représailles de la part des Yourself Hustlers. Snoop finira par se rendre, mais seulement après les MTV Music Video Awards, et ce n'est qu'en 1995 que la piste de Snoop commencera à être exploitée. À cette époque, Snoop a déjà sorti 3 albums studio qui ont tous propulsé le MC de Los Angeles au rang de superstar. Et contrairement à de nombreux rappeurs gangsters de l'époque, Snoop vit réellement ses raps. Et tandis que son procès se poursuit, sa réputation grandit, tout comme les ventes de ses disques. Un jury, composé à la fois de personnes blanches et de personnes de couleur, n'a pas réussi à savoir si Snoop ou Malik étaient coupables du meurtre, les deux hommes ayant fait valoir qu'ils avaient agi en état de légitime défense face à un homme qui portait une arme et qui avait l'intention de les tuer. Pourtant, aucune arme n'a été découverte sur le corps de Woldemariam au moment de sa mort. Quelque temps après le début du procès, Jason London a déclaré que Woldemariam portait un pistolet et que l'arme avait été retirée après sa mort afin de le protéger. En fin de compte, ce ne sont pas de nouvelles preuves ou des arguments convaincants de leurs avocats qui ont sauvé la peau de Snoop, mais bien l'incompétence de la police de Los Angeles à ce moment-là. Au cours du procès, il a été révélé que la police de Los Angeles avait maltraité les preuves en détruisant entre autres les vêtements de Woldemariam, les balles et les douilles de la scène de crime. Les actions de la police de Los Angeles ont été si frustrantes que le jury aurait roulé des yeux en entendant parler de la mauvaise manipulation des preuves. Mais heureusement pour Snoop, cela signifiait que lui et son garde du corps étaient acquittés et qu'ils étaient de retour dans la rue. Tout au long du procès, Snoop a clamé son innocence. Et aujourd'hui, des photos emblématiques du MC, les mains jointes en prière, montrent le soulagement du rappeur d'avoir été acquitté du meurtre. Et on aurait pu penser qu'après avoir évité de justesse une condamnation pour meurtre, Snoop se serait ressaisi, car sa carrière de rappeur ne faisant que croître, il avait désormais beaucoup à perdre. Il a ensuite épousé son amour de lycée Shanté Taylor en 1997 et pendant les années qui ont suivi, il s'est concentré sur la musique et s'est enfin tenu à l'écart des ennuis.
Mais la vie dans la rue faisait bien trop partie de Snoop pour qu'il puisse l'ignorer à jamais, et il a malheureusement continué à avoir des démêlés avec la justice tout au long de sa carrière. En 2006, le rappeur Doggy Pound a eu des problèmes à la fois chez lui et à l'étranger. En avril, Snoop et des membres de son entourage ont été arrêtés après avoir été refoulés d'une salle de première classe de la British Airways à Londres. Le natif de Long Beach et son groupe ont été refoulés parce que les membres de leur groupe voyageaient en classe économique et n'avaient donc pas accès à la salle de première classe. Après avoir été escortés à l'extérieur, le groupe s'est battu avec la police et a vandalisé une boutique duty-free. Plusieurs policiers ont été blessés lors de l'arrestation et après une nuit en prison, Broaddus et les autres hommes ont été libérés sous caution. Un mois plus tard, le ministère de l'Intérieur britannique a décidé que Snoop se verrait refuser l'entrée au Royaume-Uni à l'avenir et son visa britannique lui a été refusé l'année suivante. Snoop et son équipe ont également été interdits de vol avec British Airways. Le rappeur n'a été autorisé à revenir au Royaume-Uni qu'en 2010 lorsque son visa a enfin été rétabli. En septembre de la même année, Snoop a été arrêté à l'aéroport John Wayne en Californie après que la police ait trouvé une matraque de police pliable dans ses bagages à main. Bien que Snoop ait soutenu que la matraque faisait partie d'un accessoire pour un clip vidéo, les tribunaux ne l'ont pas cru et Snoop a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve et à 160 heures de travaux d'intérêt général. Un mois plus tard, Snoop est à nouveau arrêté, cette fois-ci à l'aéroport Bob Hope de Burbank, après avoir été contrôlé pour une infraction au code de la route. Il a ainsi été arrêté pour possession d'une arme à feu, encore une fois, et soupçonné de transporter une quantité non spécifiée de marijuana. Et les choses ne se sont pas arrêtées là pour Snoop, car un an plus tard, Snoop s'est vu interdire l'entrée en Australie pour des raisons de moralité, en raison de ses condamnations pénales antérieures, mais l'interdiction a été levée en 2008, après que le ministère australien de l'immigration et de la citoyenneté a réexaminé son cas. En 2012, Snoop a été interdit d'entrer en Norvège pendant 2 ans après être entré dans le pays avec 8 grammes d'herbe et une grosse quantité d'argent non déclarée. En 2015, alors qu'il se produisait en Suède, Snoop a été arrêté par la police suédoise pour avoir prétendument consommé des drogues illégales. En vertu d'une loi suédoise promulguée en 1988, l'usage récréatif de drogues illégales s'étend à toute personne étant simplement sous l'influence de ces drogues. Snoop, en fumeur invétéré de cannabis qu'il est, a été pris pour cible et a été emmené au poste de police où il a été soumis à un test de dépistage de drogue. Bien que les résultats du test indiquent que Snoop ait consommé de la drogue, les charges ont finalement été abandonnées parce qu'il n'a pas été possible de prouver que Snoop se trouvait en Suède lorsqu'il a consommé cette drogue. Snoop a alors critiqué la police suédoise et l'a accusé de profilage racial. Il a d'ailleurs annoncé à ses fans suédois qu'il ne passerait plus par leur pays à cause de cet incident. En 2022, une femme a poursuivi Snoop pour 10 millions de dollars pour l'avoir agressé sexuellement en mai 2013. Une source représentant Snoop a nié les accusations, mais ce n'est pas la première fois que le MC est accusé de comportement inapproprié puisqu'il a également été poursuivi en 2005 dans une affaire similaire. Le procès est en cours et Snoop n'a fait aucun commentaire public sur la situation. Il semblerait bien qu'aucune célébrité, aucune somme d'argent et aucun succès ne puissent sortir Snoop de l'état d'esprit de gangster de rue qu'il a développé dans sa jeunesse. Bien qu'aucun de ses récents démêlés avec la justice n'ait été aussi grave et susceptible de mettre fin à sa carrière que son procès pour meurtre en 1996, ses antécédents criminels répétés finiront certainement par rattraper le MC tôt ou tard. Et vous, qu'en pensez-vous ? Snoop va-t-il rester à l'écart des ennuis maintenant qu'il a pris de l'âge, ou bien est-il condamné à répéter ses péchés encore et encore ? Quoi qu'il en soit, au fil des années, l'artiste de Los Angeles nous a montré une chose. Peu importe où vous allez ou à quel point vous pesez dans le milieu, vous pouvez sortir Snoop Dogg de Long Beach, mais vous ne pourrez jamais sortir Long Beach de Snoop Doggy Dogg. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!